Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. C'est vrai que d'habitude je le dis pas. Enfin je dis pas comment je vais. Cependant là, franchement, à Bordeaux on retrouve le soleil après 38 jours de pluie. Vous vous rendez compte, 38 jours, ça fait beaucoup quand même pour le moral, hein. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tenais à le dire. En tout cas, si t'es là aujourd'hui avec moi, c'est sûrement parce que tu as dû te reconnaître dans mes vidéos sur les réseaux sociaux, ou juste parce que tu me suis, ou alors parce que tu as écouté l'épisode sur l'attachement anxieux en te disant Waouh, intense quand même. Alors, si c'est le cas, si tu t'es vraiment reconnu, reste avec moi parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi tu as cette manière de te réguler. Parce qu'en fait, quand tu ralentis, quand tu te recentres, quand tu deviens plus rationnel, quand tu reprends de l'espace pour toi, ce qui ressemble souvent de l'extérieur à du désintérêt, toi, c'est juste ta façon de rester stable. Et vraiment, si tu te reconnais là-dedans, on va parler de toi aujourd'hui, on va parler de cet attachement évitant, pas en mode caricature, pas en mode c'est toi le problème et c'est une catastrophe, vraiment pas, plutôt en mode ton système est intelligent, voilà comment il fonctionne et voilà comment l'assouplir pour le rendre plus libre. Et petite parenthèse importante, si tu écoutes cet épisode pour comprendre quelqu'un dans ta vie, que ce soit un partenaire, un ex, un proche, un ami ou une amie, alors là c'est vraiment précieux. Enfin, merci pour lui, pour elle. Vraiment, la compréhension crée déjà plus de sécurité. Cependant, je veux te rappeler quelque chose d'important. On n'écoute pas ça pour diagnostiquer quelqu'un. On n'écoute pas ça pour apprendre à mieux gérer l'autre. On n'écoute pas ça pour changer quelqu'un. On écoute d'abord pour se regarder soi. Parce que les dynamiques d'attachement sont relationnelles. Elles se jouent à deux. Et on ne transforme pas quelqu'un malgré lui. On peut expliquer, on peut poser des limites, on peut choisir ce qui nous correspond ou non. Mais le changement, lui, reste toujours intérieur. Donc si tu écoutes pour quelqu'un d'autre, reste ici parce que je vais te donner des clés de lecture. Cependant, garde aussi un petit miroir ouvert vers toi-même. Voilà. Cela étant dit, on va mettre donc la lumière sur la logique derrière ton besoin d'espace, sur ce que tu protèges, sur la manière brillante dont tu as appris à rester entier entière. Et à la fin, j'aimerais que tu repartes avec une idée simple. Tu peux garder ton axe et construire du lien. Indépendance et proximité peuvent coexister. Et oui. Et je pense que savoir ça, ça permet de rationaliser un peu et de se dire, ok, c'est un système, je peux l'assouplir pour être plus libre. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi, c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines, et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Être une personne avec un attachement de type évitant, euh, on se dit souvent, bah franchement, moi je suis très bien toute seule ou tout seul. On aime notre espace, on aime avoir son rythme, ses silences, ses plans solo. On trouve ça sain de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de ne pas s'emballer au moindre flirt, j'arrive pas à parler. Et on trouve ça plus stable de rester mesuré. Et en vrai, ça a un côté vrai. Dépendre de personne, c'est bien. Enfin, on fait, on fait ce qu'on veut quand on veut et on a besoin de l'autorisation de personne. Et pourtant, je pense que tu connais cette scène. Quelqu'un commence à se rapprocher, les messages deviennent beaucoup plus réguliers. Il y a les petits bonnes nuits, petits cœurs, petits emojis qui envoient un bisou qui apparaissent. On parle de week-end ensemble et on te demande et tu ressens quoi, toi? Et là, micro-bug. Pas une crise, pas un drama, juste un petit truc intérieur qui fait oula. Et t'as dû te dire déjà, ouah, ça va trop vite, j'ai besoin d'air, on me met une pression que je ne sais pas gérer, je veux garder ma liberté. Et là, de manière consciente ou inconsciente, hein, tu vas passer de connexion avec la personne à analyse. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que l'intensité active quelque chose, un truc beaucoup plus ancien chez toi, une alerte discrète qui dit proximité égale risque. Simple, efficace. Donc, je vais te poser une question très simple, hein. Est-ce que tu t'es déjà surpris ou surprise à perdre de l'intérêt pile au moment où l'autre devenait très investi? À te sentir plus attiré quand la personne est un peu distante que quand elle est totalement disponible? À te dire
Ouais, je crois que j'ai juste besoin de quelqu'un de moins demandeur ou demandeuse. En réalité, c'est peut-être la demande d'intimité qui active ton système. Parce qu'en tant qu'évitant, on ne vit pas ça comme de la fuite, on vit ça comme je protège mon équilibre. Et ton cerveau est très fort pour justifier ça. Il va te dire non mais c'est trop intense, on n'est pas compatible, je préfère quelqu'un de plus indépendant, je ne suis pas prêt. Et parfois, honnêtement, c'est vrai, hein. On peut avoir ces pensées et elles peuvent être véridiques. Cependant, parfois, c'est un réflexe. Pas une décision consciente, une stratégie. Parce qu'à un moment donné, garder ton espace était plus sécurisant que t'abandonner à la proximité. Et ça, ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation brillante. Et c'est là que j'aimerais qu'on pose les bases. Dans la théorie de l'attachement de Bowlby et Ainsworth, quand tu es un enfant, ton cerveau construit une sorte de carte relationnelle, comme je l'expliquais dans l'épisode. J'essaie de calculer, pas l'épisode d'avant, mais l'épisode encore d'avant. Donc, tu as une sorte de carte relationnelle qui se grave, une carte inconsciente qui répond à 2 questions fondamentales. 1, suis-je digne d'amour? Et 2, est-ce que l'autre est fiable quand j'en ai besoin? Et chez beaucoup de profils évitants, cette carte s'organise autour d'une idée centrale. Je ne peux compter que sur moi. Mes émotions restent mon affaire. L'autonomie est plus stable que la dépendance. Et les recherches modernes, donc c'est des noms absolument imprononçables et j'ai pas envie de les écorcher, donc je vous les mettrai dans les références du podcast. On parle de stratégie de désactivation. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Quand la proximité augmente, quand l'intimité devient forte, quand l'émotion monte, ton système fait 3 choses. 1, il réduit l'intensité émotionnelle. 2, il met de la distance cognitive. 3, il minimise le besoin. Donc neuroscientifiquement parlant, ça ressemble à ça. L'amygdale, la zone qui détecte la menace relationnelle, peut s'activer. Très vite, ton cortex préfrontal prend le relais. Il rationalise, il relativise, il restructure. En gros, ton cortex préfrontal va dire « c'est pas si important, je gère, j'ai pas besoin de ça. C'est propre, efficace, c'est maîtrisé ». Si on revient à nos allégories, et je sais pas si t'as écouté le dernier épisode sur l'attachement anxieux, mais en gros, si la personne avec un attachement anxieux a un détecteur de fumée réglé sur trop sensible, toi, tu as appris à désactiver le signal sonore. La fumée peut être là, le système choisit le silence. Et le silence donne une impression de stabilité. Cependant, le signal, lui, il existe toujours. Donc, ce n'est pas que tu ressens moins, c'est que ton système préfère la régulation par le contrôle plutôt que par la proximité. Et ça, ce n'est pas un défaut, c'est une stratégie brillante à un moment donné de ton histoire. La question aujourd'hui, c'est juste, est-ce qu'elle est encore adaptée à ta vie actuelle? Parce que certes, quand t'avais 3 ans, ça pouvait être utile. Maintenant que t'en as 20, 30, 40, 50, est-ce que c'est encore adapté? Et c'est là qu'on peut se demander d'où ça vient. Alors, avant de rentrer dans les détails, je veux juste poser quelque chose d'important. Ce qu'on va explorer ici, ce n'est pas du déterminisme, ce n'est pas si t'as vécu ça, tu es forcément évitant, ce n'est pas non plus une enquête pour trouver des coupables. L'objectif n'est pas de pointer des parents, une relation, une culture, l'objectif c'est de comprendre. Parce qu'en fait, comprendre les facteurs, ça permet de s'en vouloir un peu moins. Et quand on s'en veut un peu moins, on peut évoluer sans se battre contre soi-même. Donc, ce que je vais te partager, déjà, c'est pas exhaustif. Ce sont des pistes que j'ai lues dans des études en psycho, des contextes fréquemment retrouvés, des dynamiques possibles. L'attachement évitant ne vient pas forcément d'un drame, hein. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que dans beaucoup de parcours évitants, on retrouve une ambiance émotionnelle particulière. C'est-à-dire que c'était des parents aimants et mal à l'aise avec l'intensité. Donc, potentiellement, t'as pu recevoir des phrases comme « ce n'est rien, arrête de pleurer, sois fort ». C'est pas violent, c'est diffus. Et avec ces phrases, l'enfant comprend « mes émotions sont encombrantes ». Et du coup, il apprend à les garder pour lui. Donc le système va s'organiser autour de la désactivation, comme on le disait plus tôt. Parfois, ce n'est même pas une question d'émotion refusée, c'est une question d'autonomie valorisée. Tu te débrouilles très bien tout seul, c'est flatteur. Mais un cerveau d'enfant n'est pas fait pour tout gérer seul. Alors il apprend « je gère, je ne dérange pas, je n'ai pas besoin ». Et à l'âge adulte, ça devient un réglage automatique, l'espace me sécurise.
Parfois, ce n'est ni rejet ni pression, c'est simplement le modèle relationnel observé. Parce que des parents eux-mêmes peu à l'aise émotionnellement, qui ne parlent pas de leurs émotions, enseignent sans le vouloir que certaines profondeurs ne se visitent pas. L'enfant apprend par imitation, on reste en surface, on ne plonge pas trop profond. Encore une fois, pas de coupable, juste de la transmission. Et puis il y a ces environnements plus imprévisibles, où il y a de l'incohérence émotionnelle, un parent disponible un jour, épuisé ou absent le lendemain, et face à l'incertitude, le système choisit une stratégie. Certains hyperactivent, et du coup c'était l'objet de l'épisode précédent avec l'attachement anxieux, et d'autres désactivent. Attachement évitant. L'évitant choisit, je vais m'en dépendre, donc c'est un choix adaptatif. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'enfance, parce que tu peux avoir des expériences plus tard qui font évoluer ton style d'attachement. Que ce soit une relation envahissante, une fusion épuisante, une rupture brutale, ton cerveau apprend par répétition. Moins de proximité égale plus de stabilité. Et n'oublions pas un point clé souvent oublié, certains enfants sont naturellement plus introvertis, plus sensibles à la surcharge, plus autonomes. Et aussi, certaines familles ou cultures ont un climat où l'indépendance est une valeur centrale. L'attachement est toujours transactionnel en fait, donc c'est vraiment une interaction permanente entre tempérament et environnement. Et ce que ça veut vraiment dire, c'est que l'attachement évitant n'est pas une blessure spectaculaire, c'est souvent une adaptation silencieuse. Tu n'as peut-être pas manqué d'amour, tu as peut-être manqué d'espace pour déposer tes émotions. Et ton cerveau a choisi la stabilité par l'autonomie. Encore une fois, c'est vraiment pas pour accuser, c'est pas pour figer une identité, c'est pour te poser une question plus intéressante, en tout cas moi que je trouve plus intéressante. Est-ce que ce réglage qui a été intelligent à un moment de ta vie correspond encore à la personne que tu es aujourd'hui? Parce que, en fait, comprendre, ce n'est pas chercher un coupable, c'est ouvrir la possibilité d'un ajustement. Et ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et je vais être très claire, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'être fusionnel, ni démonstratif à l'excès, ou émotionnel à l'excès. Parce que tu sais très bien vivre seul, tu sais très bien fonctionner, tu sais très bien garder ton axe. Le problème n'est pas ton autonomie, le problème c'est quand ton autonomie devient une condition pour aimer. Quand tu es bien, tant que l'autre ne devient pas trop proche, tant que ça ne compte pas trop. Et de toi à moi, hein, si tu es honnête 2 secondes avec toi-même, tu sais que parfois tu te retires au moment précis où ça commence à devenir important. Pas parce que tu n'aimes pas, parce que ça compte. Et c'est ça le paradoxe. Ton système te protège exactement au moment où le lien pourrait devenir plus profond. Assouplir, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est arrêter le fait que ton système décide à ta place. C'est pouvoir rester, non pas parce que tu es obligé, mais parce que tu le choisis. Et ça, pour quelqu'un comme toi qui valorise la liberté, c'est beaucoup plus cohérent. Voilà. Et parlons franchement, parce que tu es quelqu'un qui sait argumenter, qui sait expliquer, qui sait être logique. Cependant, quand l'émotion monte, tu coupes. Pas volontairement, ton système fait silence radio. Et pendant que toi, tu régules en interne, l'autre imagine. Le silence devient un message, la distance devient une interprétation. Et là, tu te retrouves dans une situation que tu détestes, le drama. Alors que ton intention était justement d'éviter ça. Donc, si tu veux moins de tension dans ta vie, moins de scénarios, moins d'intensité que tu trouves envahissante, assouplir est la solution. Pas pour devenir plus dépendant, pour devenir plus libre. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait dans ton cerveau, qu'on a vu les facteurs qui pouvaient potentiellement amener à avoir un attachement évitant et pourquoi c'était important d'assouplir ce système, je vais te donner quelques clés pour assouplir un attachement évitant. Alors, on va faire simple. Je vais te donner des repères courts, des choses que dont tu peux te rappeler au moment précis où ton système s'active. Déjà, la première chose, c'est le micro-signal. Parce qu'en fait, chez toi, l'activation ne ressemble pas à une crise. Ça ressemble vraiment à... ouais, là, ça devient lourd. C'est une irritation, une fatigue, une envie de disparaître. Rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas la relation qui est lourde, c'est ton système qui s'active. Donc, première clé, repère le micro-signal avant la coupure. Ensuite, quand tu as envie de partir, de changer de sujet, de répondre plus tard, reste 90 secondes. Respire, parce que l'émotion passe.
C'est le réflexe de protection qui veut prendre le volant. 90 secondes, c'est la fissure dans l'automatisme. Et si tu dois retenir un truc, micro-signal, 90 secondes, où on reste. Troisième clé, une phrase au lieu d'une disparition. En gros, tu n'as pas besoin d'un discours, juste d'une phrase. J'ai besoin d'un moment, ça m'active un peu, je reviens vers toi. Nommer stabilise, le silence, lui, crée des interprétations et potentiellement du drama, chose qu'on déteste en tant qu'évitant. Ton système a appris autonomie égale sécurité. Donc, on va pas forcer ça, on va faire petit à petit. Et tu vois, typiquement, créer des micro-doses de proximité en demandant un service, partageant un doute, dire «ça m'a touché». Le cerveau apprend par répétition, donc plus la proximité est vécue comme sûre, plus elle devient confortable. J'aimerais aussi que tu te poses une question simple. Quand tu prends de la distance, est-ce que tu te sens apaisé ou juste soulagé, mais vide? L'espace choisi apaise, la fuite soulage puis entretient la tension. Et après une dispute, tu vois, typiquement, ton réflexe peut être de couper. Bah, dans ce cas, et c'est juste ça, de, par exemple, rester physiquement présent, même en silence, ça va apprendre à ton système conflit différent de rupture. Et ça reprogramme ton système nerveux. Ce que ça veut dire, c'est que assouplir, ça veut pas dire devenir fusionnel, ça veut dire rester un peu plus longtemps, parler un peu plus tôt, couper un peu moins vite. Et si tu aimes en évitant, comprendre aide, mais comprendre ne veut pas dire accepter l'absence d'effort. Tu peux être clair, tu peux poser tes besoins, tu peux rester cohérent ou cohérente. Tu ne peux pas faire le travail à la place de l'autre, on ne transforme pas quelqu'un malgré lui. Voilà, juste petit rappel. En tout cas, le point central, c'est qu'un lien mature, c'est 2 personnes responsables de leur système. Parfois, la sécurité, c'est aussi choisir une relation compatible. Et si tu es évitant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton autonomie est une force. Vraiment, elle t'a gardé solide. Aujourd'hui, tu peux l'élargir. Rester peut devenir un choix, pas une menace. Indépendance et intimité peuvent coexister. Et ça, c'est une liberté beaucoup plus grande. En tout cas, si t'as écouté jusque-là, j'espère que ça t'a aidé. Et dans le prochain épisode, on parlera d'attachement désorganisé. Et bien sûr, à la fin de la série, en tout cas dans 2 épisodes, on parlera de l'attachement sécure, qui est vraiment quelque chose vers lequel on devrait tous tendre. Et je vais l'aborder d'une manière concrète et accessible. En tout cas, si cet épisode t'a fait réfléchir un peu, bah, c'est déjà énorme. J'ai fait la partie de mon taf que j'aime le plus. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, vraiment. Merci d'écouter Des blocages intérieurs. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Des bisous.